téléspectateurs, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc rendez-vous avec Liberta Parole, encore une fois de plus. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat, si on doit le dire en anglais, business. Donc j'ai avec moi aujourd'hui Yanis Yarabi. Comment tu vas? Très bien, écoute, Christopher, très très content d'être parmi vous aujourd'hui, de parler business, monde du travail, entrepreneuriat, Hmm. réussite professionnelle et comment réussir, comment faire en sorte de réussir. Super, super Donc très magnifique. content. Et Michael Living, comment ça va? Ça va très bien, je te remercie Christo. Je voulais te remercier de vraiment m'avoir invité aujourd'hui pour passer ce moment, pour pouvoir échanger. Donc merci à toi. Ah, super, super. Donc, de toute façon, comme toujours, donc on est là pour échanger. Ouais. On est surtout là pour partager les retours d'expérience, hein, vu que vous avez énormément d'expérience dans l'entrepreneuriat. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait venir aujourd'hui sur le plateau. Donc, on va parler de divers sujets, hein. Je vais rebondir et donc ça va aller de fil en aiguille, hein. Avec grand On est plaisir. au salon, à la Avec grand maison. plaisir. Donc, let's go! Avec grand plaisir. Donc, petite question pour mes chers téléspectateurs, c'est quoi l'entrepreneuriat? On parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais moi j'aimerais savoir ce que c'est. Comment je pourrais le définir pour une personne qui ne connaît pas forcément? Yanis. Moi, j'ai une définition assez simple de l'entrepreneuriat. En fait, je le lis beaucoup à la création. C'est quand tu crées quelque chose, tu crées de la valeur. Euh, c'est souvent, ça demande de la rigueur, mais c'est quand tu arrives à créer de la valeur qui est utile aux personnes. Et ça vient souvent d'un besoin. Donc, tu as plein d'entrepreneurs, quand tu regardes leurs histoires, où ils ont dit bah, je marchais un jour dans la rue, j'ai vu une personne qui avait, par exemple, sur les téléphones portables, les mères de famille, quand elles tenaient leurs enfants, elles avaient des difficultés à prendre leur téléphone. Et donc, il y a eu quelqu'un qui a eu une idée simple de faire des coques avec des bracelets. Et donc, en bandoulière. Et donc, il a identifié un besoin et il a créé une valeur. Donc, pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Un besoin et une création de valeur. Magnifique, très belle définition. Et Michael, toi, ta petite définition? Moi, ma définition de l'entrepreneuriat, c'est, je vais réutiliser un terme anglais, c'est le hustle. 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 C'est quoi? C'est la débrouillardise, c'est trouver des solutions, c'est aussi créer, comme il a dit, c'est aussi s'en sortir. Moi, je vois vraiment ça dans cette dynamique, en fait, de créer ton propre revenu. Pour moi, un entrepreneur, c'est ça, c'est quelqu'un qui va un peu peut-être se détacher du circuit classique, métro, boulot, dodo, travailler pour une entreprise, etc., pour pouvoir aller créer sa propre structure et aller chercher, créer son propre revenu et bien sûr apporter des solutions, apporter des services, etc. D'accord, super. En fait, en gros, un entrepreneur, c'est un créateur, comme je dis, au même titre qu'un créateur. Que le créateur. Ouais. C'est ça, en fait. C'est un, Magnifique. c'est un homme à tout faire au final. Un homme C'est un à homme à tout tout faire. faire. Hein. Il y a un point que tu as mentionné là, tu as parlé de débrouillardise. Mhm. C'est une vraie réalité, tu vois, au final. Mais dans la Mm. débrouillardise, il y a beaucoup de domaines, de champs d'expertise, tu vois. Et des fois, tu t'y perds. Tu dis, il y a le marketing, il y a le business, enfin, il y a le commerce, il y a la vente en tant que tel, parce que tu crées ta boîte, tu crées un produit ou un projet ou un service, il faut vendre. Et c'est souvent une peine que tu peux retrouver dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, je prends mon exemple un peu perso. On réfléchissait sur un projet technologique. On a monté un projet tech. Et le tech avec qui je bossais, pour lui, c'était la tech qui devait marcher. Mais il n'avait pas forcément pensé à la vente. Mhm. Et dans la vente, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'englobe moi plusieurs choses, hein. Le marketing, la communication, ce fameux besoin, et le pourquoi au final. Pourquoi tu as créé ce projet-là, et comment derrière tu vas le délivrer, et ça va être quoi sa valeur. Donc ouais, moi, le mot débrouillardise, je trouve hyper important dans ce que tu as mentionné, Michael, parce que il y a trop d'éléments en fait. Trop de paramètres. Et je pense que c'est pour ça que la discussion de Libère ta parole sur ce sujet-là est hyper importante, parce que je connais beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui sont même dans le monde professionnel et qui n'arrivent pas forcément à travailler sur des thématiques précises. Avant de justement rentrer dans les abysses, dans les profondeurs, qu'est-ce que vous faites en quelques mots? Sans développer le CV, hein, parce qu'il est long le CV. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis directeur de compte chez Google, principalement Google Cloud. En parallèle, j'ai investi et cofondé une école où on accompagne aujourd'hui pas mal de jeunes issus des quartiers populaires, mais pas que, mais aussi des zones rurales à intégrer le marché de la tech en tant que tel. Et j'accompagne certaines startups françaises dans leur go-to-market, donc dans leur stratégie de vente en parallèle. Donc voilà, un peu double casquette. Une casquette, je suis dans le monde professionnel, donc je suis encore chez Google. De l'autre côté, j'investis dans certaines startups, j'en accompagne certaines, et j'ai cofondé une école.
Super, super, Voilà, magnifique. voilà. Beaucoup de choses à nous dire. Hein. Et toi, Michael, qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Alors moi, je suis fondateur d'une entreprise d'import-export qui s'appelle Living Automobile, dans l'automobile. Je suis aussi dans l'immobilier en tant qu'investisseur. Et je suis aussi dans le monde professionnel. Je suis commercial dans le biomédical. Ok. Mais pour la petite anecdote, normalement, cette semaine sera ma dernière semaine en tant qu'employé. Ah ouais, À partir de la semaine prochaine, on rentre dans le dur, dans le concret. dans le concret. Ah ouais, donc Plus c'est de un salaire. nouveau chapitre, quoi. C'est ça. Et Là, c'est la débrouillardise. C'est ça. La Comme on dit. débrouillardise. À 100%. Total. Plus de filet, les amis. Il n'y a plus rien là, ça y est. Plus d'obligation. C'est ça. Plus d'obligation. En tout cas, Plus envers d'obligation. une entreprise, mais envers toi-même uniquement. C'est Ouais, ça. ouais, super, Donc là, j'ai un super. sentiment de liberté qui arrive là. Je vais pouvoir gérer mon planning comme je veux, m'organiser comme je veux. Ça va être vraiment une autre dynamique. Moi, j'ai une question, mes chers invités. Est-ce que pour devenir entrepreneur, il est quand même important de passer par la case salariée, ou une personne peut entreprendre en fait de suite? Par rapport à cette question-là, quel est votre avis? Moi, à titre perso, si je prends mon exemple, je pars du principe que, par exemple, moi j'ai un passif principalement dans des boîtes technologiques américaines. J'ai toujours travaillé dans des boîtes américaines. Ces boîtes-là m'ont appris énormément de choses. On a parlé tout à l'heure, j'ai mentionné tout à l'heure le go-to-market, accompagner des entreprises, etc. Je l'ai appris aussi dans ces entreprises-là. Quand je regardais les boîtes américaines, dans leur structure, comment ils sont structurés, leur approche de vente, leur approche sur le marketing, leur approche sur plein de choses, j'ai beaucoup appris avec eux. Donc moi, je te dirais, oui, c'est toujours intéressant. Maintenant, t'as pas besoin forcément d'être dans une grande entreprise ou de bosser dans une entreprise pour te lancer dans l'entrepreneuriat. On en connaît plein qui ont créé de la valeur et qui ont commencé from scratch et qui ont réussi à monter des boîtes exceptionnelles. Moi, il y a un point qui est hyper important aussi dans l'entrepreneuriat pour moi, c'est on n'a pas tous les mêmes chances. Et quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as mentionné le fait de ne pas avoir de filet. Mais comment tu peux dire ça à quelqu'un qui a derrière une charge familiale importante, que ce soit ses parents, s'il est marié, etc. Après, on va dire oui, mais faut tenter, dans la vie, faut tenter. Ouais, mais faut tenter, mais intelligemment, tu vois. Parce que si derrière, ça foire pour beaucoup de personnes, que ce soit ta famille, tes parents, ta famille, tout ton cercle, en fait. Donc, je pense qu'il faut... Moi, à titre perso, ma stratégie, elle est un peu différente. C'est, je travaille dans les grosses boîtes de la tech, j'ai sécurisé, tu as parlé d'immobilier, j'investis énormément aussi dans l'immobilier, j'ai sécurisé dans l'immobilier, ce qui fait que ça me permet déjà aujourd'hui d'avoir des rentes qui me permettront par la suite de me lancer pleinement dans l'entrepreneuriat. Donc, ça, je te dis, ça dépend en fait, ça dépend l'histoire de chacun, ça dépend les responsabilités que chacun a, mais de dire oui, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la réussite directement, c'est totalement faux, c'est pas vrai. On en connaît tellement, si tu regardes même les derniers chiffres, il y a plein d'entreprises en France qui ont fermé, plein de startups qui ont fermé, qui avaient des investissements, etc. Donc il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, tu peux commencer sans avoir rejoint une grosse boîte, mais il faut vraiment faire ce que je dis à chaque fois, hein, tu fais un point, tu regardes tes forces, faiblesses, le risque, regardez bien le risque, et après oui, tu évalues le truc et tu dis vas-y, pour moi c'est fine, je me lance. Et j'envisage, mais c'est aussi lié au sport, hein, il y a plein de choses. Bien sûr, Quand tu veux te lancer, tu veux faire une carrière pro, tu te dis ok, je me lance dans une carrière pro, est-ce qu'il y aura un risque? Oui, il y a un risque, il est élevé, ok, c'est quoi l'impact? Et donc je pense que c'est ça aujourd'hui qu'il faut que les gens aient en tête. C'est plein de paramètres à prendre en compte. En fait, ouais, plein de paramètres, tu vois. Ouais. Parce que sinon on se dit toujours ouais, mais l'entrepreneuriat c'est bien, je me lance et je fais ce que je veux, etc. Ouais, mais tu fais de l'entrepreneuriat, tu peux pas investir. Tu vois, il a mentionné, il a investi. Tu vois, donc s'il a investi, c'est qu'il avait des fiches de paye. Aujourd'hui, pour investir, très peu de personnes peuvent prendre des crédits. À part si tu as des bonnes rémunérations, des bonnes fiches de paye. Donc, tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu n'investis pas. Tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu ne te retires pas des salaires chaque mois, tu vois. Tu gonfles la boîte avec des chiffres, avec des frais, etc. Donc, il y a plein de paramètres qu'il faut extrapoler sur le monde de l'entrepreneuriat. Super. J'ai bien aimé cette intervention. Vraiment plein de paramètres à prendre en compte et pas se dire que le jour au lendemain, tu vas devenir entrepreneur sans avoir vraiment justement fait tous ces calculs qui vont te permettre de t'assurer de réussir dans ce domaine-là. Et toi, Michael, par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses? J'ai beaucoup aimé sa réponse, elle était très pertinente. Moi, j'ai ajouté un élément. Il y a deux écoles
on va dire. Il y a la première école où tu vas dire 100% entrepreneuriat, beaucoup sortis d'école, ils font de leur boîte, pas de femmes, pas d'enfants, pas de crédit, pas de responsabilité, donc des coûts de vie qui sont très bas en fait, t'as pas besoin de grand chose pour vivre, une chambre étudiante, truc machin, tu montes ta boîte et tu vois ce que ça donne, ou bien ça c'est ceux qui sont pas pressés et qui n'ont pas peur de prendre des risques, on va dire. Parce que, comme il a dit, hein, tu peux être entrepreneur pendant 10 ans, et pendant 10 ans, ça ne fonctionne pas. Tu n'arrives pas à te dégager de salaire, et tu vis avec 500 € par mois pendant les 10 prochaines années de ta vie. Donc, en fait, l'entrepreneuriat, c'est aussi prendre un gros risque et miser sur ton projet, miser sur toi-même, en fait. Mais en misant sur toi-même et en prenant ce risque, tu n'as aucune garantie. Ok? Donc ça, c'est ceux qui ont des profils, on va dire, qui aiment prendre des risques. Ok? Maintenant, le deuxième chemin que moi j'ai pris et que tu as pris aussi visiblement, c'est faire tes études, sortie d'études, tu vas travailler pour une boîte, en plus moi aussi je travaille pour une multinationale américaine. Voilà. Voilà. Donc où tu vas avoir un bon salaire, etc. Machin. Et là, tu vas pouvoir sécuriser. Donc, acheter de l'immobilier, voilà, investir dans la bourse, dans les cryptos ou dans d'autres domaines. Et en parallèle, monter ton entreprise. Mais tu as toujours cette sécurité de ton salaire. Tu as pu investir, etc. Et quand après, tu estimes que tu as suffisamment d'investissement et que ta boîte commence à fonctionner, tu peux à ce moment-là laisser ton travail et te consacrer pleinement à ton entreprise, tout en ayant déjà un petit peu sécurisé, tu as déjà un filet de sécurité, tu as déjà de l'immobilier, tu as déjà, tu vois, t'as déjà acheté, je sais pas, si tu voulais une belle voiture, tu as déjà une voiture, etc. Donc il y a deux écoles, à savoir que le deuxième chemin où tu sécurises et tu vas travailler pour quelqu'un prend aussi plus de temps. Ça va prendre plus de temps. Parce que le temps que tu vas consacrer à ton travail de tous les jours, c'est du temps que tu ne pourras pas consacrer à ton entreprise. Donc forcément, ton projet, ton entreprise va grandir moins vite. Tu vois ? Moi, pour moi, l'entreprise, si on peut prendre un peu une image, c'est comme, je sais pas, c'est comme un Pokémon, par exemple, à qui tu vas donner de l'attention, du temps, et tu vas lui donner à manger. Plus tu lui donnes à manger, plus il va grossir vite. Ok ? Moins tu lui donnes à manger, moins il va grossir vite. Mais quand tu as déjà un autre travail à côté, tu as moins de temps pour donner à manger à ton Pokémon, à ton entreprise. Donc forcément, ça va prendre plus de temps. Mais tu vas prendre moins de risques. Donc après, ça dépend, est-ce que vous aimez le risque ou pas? C'est ça qui va un petit peu définir la chose. Ouais. Mais moi, si c'était à refaire, je serais resté moins longtemps dans le salariat. Ouais. Parce qu'il y a un piège aussi, c'est que quand on rentre dans le salariat et on a un salaire confortable, c'est difficile d'en sortir. C'est difficile de se dire, vas-y, je vais laisser tout ça pour monter mon entreprise. Et plus le temps il passe, et plus ça devient, j'ai envie de dire, un choix difficile. Je ne sais pas si ça te fait ça, toi. Non, je te confirme, mais c'est vrai, hein, tu vois. T'as pareil, on travaille dans des multinationales, on a des salaires qui sont hyper attractifs. Et donc, tu avances dans le temps. Et donc, quand tu avances dans le temps, moi, tu vois, par exemple, je suis marié, j'ai 2 enfants. Donc, tu as d'autres responsabilités qui s'ajoutent à toi, d'accord ? Et donc, tu te dis, bon, j'ai un très bon salaire, pourquoi je vais me lancer dans un truc où j'ai un taux de réussite qui est de, allez, je vais être gentil, de 40%, 30%. Et je suis gentil quand je dis 30%, 40%. Tu vois. Mais après, il y a plusieurs types d'entrepreneuriat, tu vois. Tu as l'entrepreneur qui veut lancer sa start-up et qui veut tout lâcher et qui veut faire que ça. Tu as l'entrepreneur qui va faire juste de l'investissement immobilier et qui va monter sa SCI et qui va investir dans l'immobilier. Et c'est de l'entrepreneuriat en tant que tel. Tu as l'autre qui va faire du conseil, c'est de l'entrepreneuriat. Tu as plusieurs entrepreneuriats, tu vois. C'est pour ça que je dis, dans l'entrepreneuriat, tu peux te lancer, tu peux faire plein de trucs. Maintenant, c'est à toi de savoir. Est-ce que tu te dis, bah, je veux être hybride, je vais faire des projets à côté et avoir une sécurité? Est-ce que non, je veux faire ça pleinement et créer de la valeur et laisser en quelque sorte aussi un patrimoine à mes enfants, tu vois, un héritage, tu vois, familial, tu vois, quand tu regardes LVMH, quand tu regardes récemment, je suis parti voir Xavier Niel à l'Opéra, à l'Olympia, pardon, et bah, lui aussi, tu vois, il a commencé from scratch, tu vois. Ah ouais. Il a commencé from scratch, tu vois, et tu laisses un héritage au final, tu vois, tu laisses un héritage, une réussite à tes enfants, et surtout la possibilité de faire plein de choses, tu vois. Donc il y a tout ça aussi à prendre en compte. Quand tu es dans le salariat, tu vas investir dans l'immobilier, tu vas investir un peu en bourse,
mais tes enfants, ils vont devoir se faire tout seuls, en quelque sorte. En quelque Tu vois, sorte. ils vont devoir se faire tout seuls. Mm. Donc ils vont devoir soit rentrer dans le monde de l'entreprise, soit faire de l'entrepreneuriat, soit faire un métier noble qui est dans la médecine ou autre. Tu vois. Donc c'est pour ça faut. Clairement, si je comprends bien, en fait, entreprendre, quand ça se passe bien, ça te permet en fait de t'enrichir. On n'aime pas le mot enrichir en France, on a un problème en fait avec la richesse, Non, tu t'enrichis. on a un problème avec l'entrepreneuriat, on le voit malheureusement, hein. Certaines personnes ont du mal avec les personnes qui réussissent, qui ont un certain cadre de vie qui est beau, un bon standing, une belle voiture. On a beaucoup de mal avec ça, contrairement justement au monde anglo-saxon. Vous qui êtes dans un milieu américain, je pense que c'est peut-être un peu plus facile. J'imagine que vous avez déjà voyagé dans des pays anglo-saxons. C'est quoi votre approche justement avec les anglo-saxons? Pourquoi sont-ils différents? Et pourquoi ils ont tendance en fait à plus accepter la réussite, les belles choses? Je te prends juste l'exemple, par exemple, en France. Bon, aujourd'hui, on est dans un contexte hyper compliqué, que ce soit politique, économique ou social, tu vois. En France, on a toujours été un pays où la classe moyenne, au final, en tant que telle, c'était vraiment une classe moyenne. Tu vois, c'était vraiment une classe moyenne. Quand je dis ça, c'est-à-dire que il touchait la classe moyenne, je crois, c'est 2000, à partir de 2000 euros ou 2500 euros, tu fais partie de la classe moyenne. Je n'ai pas les chiffres exacts. Aux US ou dans les pays anglo-saxons, classe moyenne, c'est une vraie classe moyenne. Tu vois. Donc, il y a déjà ce distinguo-là. Ensuite, nous, en France, il y a le fait de se dire, bah, on ne parle pas forcément de salaire ou de revenus. Tu vois, c'est tabou. C'est tabou. C'est vraiment tabou. Tu le vois, hein, tu le vois avec les grands patrons des grosses boîtes, des grosses firmes, quand ils prennent des actions, que ce soit Total ou autre, c'est directement tabou. Alors que le mec, il a un taf, il gère une multinationale au niveau monde, et il a une pression permanente. À 2h, 3h du matin, son téléphone il sonne, il répond, mais ça on le comprend pas forcément. Donc je pense que c'est aussi lié à l'histoire de France. Tandis que les pays américains ou les pays ou en Angleterre, c'est totalement différent. Eux, c'est pas du tout comme ça, tu vois. Moi, je prends mon argent, j'ai le droit de prendre mon argent, je vis avec, je fais ce que je veux, et c'est mon droit. Parce qu'il y a aussi moins de social aussi dans ces pays-là. Il y a moins de social dans les pays. Débrouillardise. Beaucoup de débrouillardise. Non, mais surtout moins de social, tu vois. Après, voilà, il y a ses avantages et ses inconvénients. Aux US, tu tombes malade, le jour où tu tombes malade, tu vas payer plein pot. En France, on a la chance aussi. On a la chance. Souvent, on dit la France, on critique la France, mais c'est un pays aujourd'hui, d'un point de vue social, qui est juste exceptionnel. Incroyable. Au niveau mondial, c'est exceptionnel. Et donc, forcément, il y a des cotisations sociales qui sont importantes. Forcément, cette classe moyenne-là, elle paye des cotisations qui sont aussi importantes. Et donc, elle ne peut pas s'enrichir. Donc, quand tu vas voir un Michael qui roule en Lamborghini ou à Paris, tu vas vite te dire, bah, il y a un problème. Ouais. Il y a un problème. Qui regarde Michael rouler en Lamborghini, tu vas toujours te dire, ah, mais il y a un problème, tu vois. C'est bizarre. Ouais, mais voilà, tu vois. Mais c'est normal, tu vois. Tandis que dans ces pays-là anglo-saxons, ils ont des salaires qui sont hyper attractifs. Pareil, aux États-Unis, tu payes moins d'impôts, moins de charges, tu as des plus gros salaires, mais derrière, si tu as un problème, tu as un pépin, c'est aussi le beaucoup coût de la vie aussi. Le coût de la vie qui est important, tu vois. Mais on a un coût de la vie aussi en région parisienne qui est aussi élevé. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi aujourd'hui, des fois, je me dis, celui qui touche 1500 euros par mois, mais big respect à lui sur la façon de gérer son foyer ou même de réussir. D'ailleurs, on a été prélevé ce matin des impôts. Voilà. Moi, je suis mensualisé. Voilà. Moi, j'ai été prélevé. Moi aussi, je suis mensualisé. Tu vas me faire un rattrapage, mais ce matin, tu te fais rattraper par les impôts. Tu réfléchis, tu vois. Tu réfléchis. Mais après, tu dis, voilà, tu es dans un pays où il y a des cotisations sociales, il y a de l'aide, de l'accompagnement, etc. Mais je pense que c'est un mindset. Le mindset français, c'est un mindset où on se dit, l'argent, c'est tabou, on veut pas en parler. La classe moyenne, elle est là, elle vit pas comme la classe moyenne anglo-saxon, elle survit elle aussi, tu vois. Ouais, c'est intéressant ça. C'est très très intéressant. En fait, c'est deux systèmes complètement différents. Du système, ouais. Et on peut comprendre en fait les mindsets en fait des Français. Mais après, ce qui est beau, c'est que on a le mindset français. Ouais. Mais je trouve qu'en France aujourd'hui, il commence à avoir de plus en plus de personnes grâce aux réseaux sociaux, grâce aux podcasts, grâce à justement tous ces formateurs, par exemple sur TED, hein, il y a des conférenciers qui donnent de très beaux conseils. Je trouve qu'en France, il commence à avoir beaucoup d'entrepreneurs avec la mentalité anglo-saxonne. En France, malgré le fait qu'on soit dans un pays social, ben en fait, ils ont plus ce tabou de parler de richesse, ils ont plus ce tabou de mettre en avant la réussite, en fait. Ouais. Et je trouve ça beau, tu vois. Et tu sens que ça apporte une forme d'évolution, entre guillemets. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Moi, je pense que c'est aussi un petit peu historique, tu vois, par rapport à l'histoire des pays. Par exemple, en Europe, si tu regardes l'Europe, la France, on va parler de la France, on va comparer les deux extrêmes. La France versus les États-Unis. Si tu regardes un petit peu l'histoire française, il y a comme il a dit tout à l'heure, des classes bien définies, tu vois.
Et même si tu regardes certains noms de famille français, il y a encore le nom de famille, c'est une profession. Monsieur Cordonnier, tu vois, Monsieur Boulanger, etc. Et donc ça, c'était des gens de père en fils, ils étaient cordonniers. Ça fait que tu nais dans une lignée de cordonniers, tu seras cordonnier. Il n'y avait pas d'ascension sociale. Ok? Ça, c'était l'Europe en général, c'était comme ça. Classe bourgeoise, truc, machin, nanani, les serfs, etc. On l'a appris tout ça à l'école. Mais quand on regarde l'histoire des États-Unis, c'est quoi? C'est le nouveau monde. C'est l'endroit où tout devient possible. On est d'accord? Exactement. Pourquoi? Parce que la population native aux États-Unis, qui sont les Indiens, on en parlait tout à l'heure, les Indiens d'Amérique, quand les colons européens sont arrivés, ok, ils se sont appropriés le territoire. Et ils ont dit, ici, on va faire un nouveau monde où tout devient possible. À savoir, ces Irlandais, ces Anglais, ces Espagnols qui sont arrivés aux États-Unis, c'était des gens qui étaient très pauvres en Europe. D'accord? Et ils se sont dit, ici aux États-Unis, tout va devenir possible. C'est-à-dire qu'un pauvre, ici, aura l'opportunité de devenir riche. L'ascension sociale, ce qu'on appelle aussi le rêve américain. Donc, eux, la culture du pays a été fondée sur ça. Pour tout le monde. Tu peux arriver, tu es immigré, mais tu peux arriver, partir d'en bas et arriver au sommet. C'est le rêve américain. Donc, c'est la culture sur laquelle a été basé le pays. C'est pour ça qu'eux, ils ont une mentalité totalement différente de la nôtre. Tu arrives même aux États-Unis aujourd'hui. Moi, j'ai ma sœur qui vit à Miami. Stéphanie, un petit coucou. Tu vois? Et la mentalité, elle est totalement différente. Moi, quand j'arrive là-bas, les gens me disent « Ouais, qu'est-ce que tu fais, truc? Opportunités, ils sont super ouverts et tout, tu vois. » Et même moi, j'ai vécu en Angleterre, tu vois, pas mal d'années, tu le sais. Bien sûr. C'est totalement différent aussi. Quand t'arrives, ils en ont rien à faire de ta couleur de peau, de ta religion, de tes origines. Moi, je suis arrivé, je comprenais pas. Je voyais des Renois dans des Ferrari, trucs et tout, tu vois, même des quartiers, on va dire, populaires. Il y a des gens, ils avaient des Rolls. Des hindous, ils sont là, Rolls-Royce. Tu vois? Mais la mentalité est totalement différente. Pourquoi? Parce que là-bas aussi, quand tu réussis, dans les pays anglophones et la mentalité anglophone, il faut le montrer. Tu vois? C'est pour ça qu'eux, ils vont mettre plus de bijoux. Preuve sociale, comme je Voilà, exactement. Preuve sociale. Grosses voitures, bijoux, etc. Pourquoi? Parce que eux, dans leur culture, c'est pas mal vu. En France, tu vois, tu vas mettre peut-être trop de bijoux, ou des fois une trop grosse voiture, on va dire à lui, il est vulgaire. Tu vois? Lui, c'est un nouveau riche. Lui, tu vois? Ouais, c'est un nouveau riche, c'est vrai en plus. Voilà. Donc tout de suite, tu vois, ils vont mettre un jugement quand tu commences à trop montrer ta réussite. Tu vois? Mais dans la société américaine, c'est totalement différent. C'est pour ça, même quand tu regardes t'écoutes la musique américaine, tu vois, ils vont te parler d'argent, ils vont montrer leur argent, etc. Ils vont pas hésiter. Voilà. Ils vont pas hésiter à en parler. Parce que c'est dans la culture, le rêve américain. C'est vrai. The American Dream, tu vois? Ah, c'est vrai. On Tu vois? le voit, on va Partir parler de un peu- rien, devenir quelqu'un, tu vois? On le voit un peu avec, on va parler un peu, un petit coucou à Freeze, hein, qui parle beaucoup de réussite, qui parle beaucoup d'argent, qui n'a pas honte de parler d'investissement dans ses sons. Ouais. En fait, je trouve qu'il fait rêver, tu vois. Tu vois, construire un empire à Dakar, investir dans l'immobilier, il le dit dans ses sons. Et moi, je trouve ça beau, tu vois. En fait, ça rapporte vraiment une nouveauté dans le monde du rap. En fait, il donne aussi cette force en termes d'ascension sociale aux jeunes des quartiers qui pensent que c'est pas possible. Alors que si, c'est possible. Tu peux, même en venant d'un quartier populaire, faire des études, intégrer un monde professionnel et derrière t'émanciper et monter ton business. On le voit beaucoup dans les quartiers. Je pense qu'on a tous grandi en quartier. On a beaucoup de gens de quartier qui réussissent. Même des gens qui n'ont pas fait d'études. Moi, j'étais au collège avec une famille et aujourd'hui, ils sont tous propriétaires de supermarchés. Ils ont plusieurs supermarchés en France, même pour en Ile-de-France. Et comme quoi, c'est possible de réussir. Je pense qu'il ne faut pas se braquer. Et je pense que les limitations sont aussi très mentales. Tu vois, comme tu as dit, il y a différents chemins. Tu en as qui vont être très scolaires, qui vont vouloir passer par des grosses études afin d'intégrer des grosses écoles. Et tu en as d'autres, mais tout est relatif en fait. Comme tu l'expliquais tout à l'heure, tout est relatif. Tout est vraiment relatif. Et c'est ce qui est beau aussi, tu vois. Mais je pense que ce message-là, il faudrait vraiment le prêcher à la communauté française et que les gens arrêtent de se braquer et qu'ils arrêtent de penser que la réussite, la richesse n'est réservée qu'à une catégorie de personnes. Moi, j'ai pas envie d'y croire. Moi personnellement. Après, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, j'ai pas envie d'y croire. Parce que on a l'épreuve sociale.
Quand tu regardes les boss de Géladal, tu regardes leur parcours, mais les jeunes Sénégalais qui ont grandi en Ouais, c'est quartier, et aujourd'hui regardent Géladal. Ouais, Tu regardes Point B, pareil, tu vois. Il y en a plein comme ça. Tu regardes Otakos, c'est la même chose, tu vois. Et c'est beau, tu vois. Mais moi, j'ai une question. Ouais, Ouais. Enfin, je rebondis sur ce que tu dis, en fait. magnifique. T'as cité des exemples de jeunes de banlieue, tu vois, issus de milieux classe ouvrière, prolétaire, tu vois, qui aujourd'hui ont des belles réussites, ok? Mais c'est quel pourcentage? Ouais. C'est quel J'ai pas les pourcentage? chiffres, mais Ouais. en termes de pourcentage, c'est très. C'est un pourcentage très petit. faible. C'est très faible. Ouais. Et, très faible. et regarde le secteur d'activité que tu as mentionné, tu vois. Ah, aussi. Après, peut-être qu'on connaît pas tous les secteurs d'activité, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais je rejoins totalement ce qu'a dit Michael, c'est que c'est très limité. C'est très très limité. D'accord. Quand tu regardes l'écosystème startup aujourd'hui, Mm. tu as une diaspora qui est assez forte. De ce que je vois, c'est la diaspora marocaine Mm. qui a rejoint les bancs de Polytech, des grandes écoles, etc. etc. Donc, qui ont énormément créé aujourd'hui de richesse en France. Mm. Mais de jeunes issus des quartiers populaires qui ont monté des startups à plusieurs millions ou autres, c'est très très peu. Vraiment. Et encore, quand je dis très peu, je suis quasi sûr de te dire même aucun, tu vois. Mm. Quand tu regardes des grosses boîtes informatiques aujourd'hui qui ont été montées, je pense à Snowflake par exemple, c'est des Français. Mm. Certaines boîtes, Content Square, c'est des Français aussi. Mm. Quand je dis des Français, c'est pas des jeunes issus de la diaspora, tu vois. Bien sûr. C'est vraiment Donc, des Français de pure souche. Voilà. Donc c'est très limité. C'est Mm, très mm, limité. mm, Et donc il y a la question qui se pose au final. Pourquoi au final, tu vois Pourquoi c'est moi, tu vois, par exemple, j'ai essayé de pousser énormément de personnes à intégrer ce marché de la tech pour s'émanciper d'un point de vue financier, intellectuel, etc. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Dès le premier entretien, tu vois. Il y a un blocage. Et c'est pas parce qu'il y a un blocage d'un point de vue intellectuel ou autre. Tu vois, je suis personne pour dire qu'il est moins que quelqu'un est moins. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a un blocage. Et c'est toujours cette question-là de s'adapter avec son interlocuteur, de s'adapter avec différentes personnes. Et donc au final, quand tu réfléchis par rapport à ça, tu te dis bah ouais, en fait, c'est normal. C'est normal qu'il peut pas s'adapter. Mm. Il est dans son cocon en banlieue, dans son quartier, avec les mêmes people, les mêmes personnes, Mm. Ouais, le même mindset. ouais. Il n'a pas accès à l'information. Donc demain, tu le ramènes face à un profil totalement différent. Mm. Il est perdu. Tu vois, il est perdu. Et c'est ce qui fait qu'au final, bah, tu as moins de personnes qui sont dans des grosses entreprises ou qui ont des jobs importants et donc qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais dans l'entrepreneuriat qu'ils ont vu, tu as parlé de personnes de Géladal, etc. Mm. Mais ils se sont lancés parce qu'ils ont dû voir quelqu'un aussi. Je sais pas, ils ont dû partir manger un sandwich, ils se sont dit ça va marcher ce truc-là. Ou, tu vois, ou souvent quand tu voyages, tu dis ah, ce concept-là, je vais le faire en France, ça va cartonner. Tu vois. Et donc, je pense que c'est ça le problème. On n'est pas nombreux. Il y a un problème aujourd'hui aussi au niveau de l'accès à l'information, au niveau de l'éducation. Et que je parle pas de l'éducation des parents, mais je parle de Bien l'éducation en sûr. tant que telle, tu vois, d'apprendre aujourd'hui avec Le Internet. culte de la connaissance. Ouais, tu vois, t'es pas obligé de faire une grande école de commerce. tu Bien vois. sûr, Moi, j'ai fait une bien grande sûr. école de commerce. T'es pas obligé de faire une grande école de commerce. T'as tout sur le web. T'as tout Bien sur sûr. le web. T'as vraiment tout. Mais vraiment tout. Tu peux Je suis tout apprendre. Et totalement gratuitement si tu peux, tu vois. Et donc, c'est juste l'accès à l'information de comment le faire. Le pourquoi, le quoi, le comment. C'est toujours ce que je dis à chaque fois. Le pourquoi, le quoi, le comment. Et quand t'as ça, en fait, quand t'as ces clés-là après, bah forcément, tu peux réussir à faire plein de choses. Mais c'est très petit. C'est très petit, tu vois. C'est intéressant le point que tu viens d'énumérer, c'est que c'est vrai que toutes les réussites dont j'ai parlé, Mhm. c'est quasiment presque le même domaine. C'est le food, c'est le sportswear. Mais pourquoi on n'a pas justement de jeunes de quartier qui réussissent justement dans la tech Ouais. ou je sais pas. Ou dans la finance, tu vois, ou dans la finance. Ou dans la finance. Ouais, tu vois. C'est des domaines différents de ce qu'on Ouais. a l'habitude de voir dans les Ou dans, quartiers. ou dans le luxe, tu vois. Ou dans Dans le luxe, tu vois. Mais oui, bien Quand tu sûr. regardes le luxe, Ouais. LVMH, Hermès, Dior, Mm. tu vois, il n'y a rien, tu vois. Nous, il y en a quelques-uns qui vont se lancer, mais ils vont lancer une marque streetwear, comme tu l'as mentionné, C'est ça le problème. et franchement, ça va pas marcher, tu vois. Il va donner 2-3 t-shirts à ses potes, tiens, mets 2-3 t-shirts, tu vas prendre 2 photos, ça va pas marcher, tu vois. Ça va pas marcher. Et donc, tu vois, c'est toujours le même process. en et plus. c'est frustrant, tu vois, quand tu regardes. Moi, tu vois, c'est devenu frustrant, tu vois. Mhm. C'est Ouais. devenu frustrant. Mais moi, je pense que justement, tout à l'heure, on parlait de différence de classe sociale et aussi de ton point de départ Mm. à ton point d'arrivée, tu vois. Mhm. Et il parlait tout à l'heure de ses enfants, de ce qu'il voulait laisser à ses enfants. Mhm. À savoir qu'aujourd'hui, quand tu viens d'une famille aisée, il y en a, ils vont pas aimer mon discours, mais c'est une vérité, les amis. Quand tu viens d'une famille aisée, c'est beaucoup plus facile pour toi de réussir et de continuer à t'élever socialement
que quand tu viens d'une famille de prolétaires. Si tu viens déjà d'une famille bourgeoise, ok, ton éducation, ton entourage, tout ça va être orienté dans un sens qui va te permettre de réussir plus vite. Tu vois, on va t'orienter vers les bonnes écoles, tu auras des précepteurs si tu as besoin, etc., etc. Mais quand tu viens d'une famille de prolétaires, il parlait tout à l'heure de l'accès à l'information, il y a beaucoup de choses qu'ils ne vont pas connaître. Tu vois, il y a même peut-être des écoles. Moi, par exemple, j'ai un petit cousin à moi qui a le terme à la mode, là, HPI. Ok. Ma mère avait vu très jeune que cet enfant était surdoué. Et il a dit à sa mère, bah, écoute, il faut lui faire tel parcours, ok, pour que cet enfant-là, qui a des grandes capacités, puisse les exploiter. Mais la maman, elle était là, mère célibataire, etc., etc. Derrière, tu vois, je critique personne, mais elle n'a pas su faire. Ok. Ce même enfant-là, tu le mets dans une famille bourgeoise, tu verras que ce qu'il va devenir sera différent. Maintenant, c'est pas une fatalité en soi. Moi, j'encourage tous les jeunes de banlieue, les jeunes issus de quartiers défavorisés, etc., etc., à s'en sortir, à se battre, à monter leur boîte, etc. Et c'est ce qu'on veut voir, c'est ce que nous-mêmes on fait, nous tous qui sommes ici. Et c'est en faisant ça qu'on va faire avancer les choses. Mais en faisant ça, et en arrivant à un certain palier, nos enfants vont aller encore plus loin que nous. Je pense que tu vas dire, c'est incroyable. J'ai une anecdote, les gars. Je regardais une vidéo de Bruce Lipton. Bruce Lipton, en fait, c'est un docteur en biologie. En fait, il expliquait qu'il avait vu une étude sur les cellules. Et en fait, il avait une pensée par rapport aux cellules. Il ne pensait pas qu'en fait, la cellule était influencée par son environnement. Et il a mené cette expérience. Il avait des cellules de peau, des cellules osseuses. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les cellules de base, il les a mis avec les cellules de peau, et il a attendu un certain temps. En fait, les cellules de peau se sont adaptées aux cellules de peau qu'il y avait dans le pot en question. Il a pris ces mêmes cellules qu'il a mis au niveau des cellules osseuses, et les cellules osseuses se sont adaptées justement aux os qu'il y avait dans la boîte de cellules osseuses. Ce qui veut dire qu'en fait, on s'adapte en fonction de notre environnement. Et l'environnement, en fait, il est aussi spirituel. C'est-à-dire que en fonction du mode de vie que tu vas avoir, quand tu as par exemple un foyer monoparental, il n'y a pas de repère, donc c'est compliqué, il n'y a pas vraiment d'équilibre. La maman rencontre des combats qu'elle n'est pas forcément capable de supporter seule. Alors que si tu es dans un foyer un peu plus équilibré, un peu plus prospère, avec un papa qui a un modèle, avec la maman qui coordonne tout le foyer, mais tu pourras quand même avoir cette éducation, déjà cette vision. Dans ma vie, j'ai un papa, j'ai une maman, mon papa il travaille, il entreprend, parfois je vais avec lui au travail, donc je sais qu'on sont comme, tu vois, et c'est plus facile en fait à conditionner l'enfant, tu vois. Et c'est pour ça que justement les riches, vu qu'ils ont justement ce cocon familial, bien constitué entre guillemets, mais automatiquement ils grandissent en voyant papa qui parfois fait des voyages d'affaires. Il va demander à maman, elle est où? Papa, il est où? Papa, il est en voyage d'affaires, il va voir que maman s'occupe de lui, qu'elle prend soin de lui. Donc, automatiquement, dans sa tête, il voudra une femme qui, pour ses enfants, ait ce rôle-là. Et lui, en tant que père, il voudra ressembler à son père. C'est tout un schéma, en fait. C'est tout un schéma. Et il y a un problème aussi dans les quartiers populaires, c'est qu'il y a beaucoup de monoparentalité. Et c'est dur d'avoir ce modèle, tu vois. Moi, par exemple, pour ma part, la plupart des personnes avec qui j'ai grandi, on a tous grandi qu'avec notre mère, tu vois. Donc le côté paternel, on a dû se nourrir de ça. On fait fréquentation dans le quartier, on voit un grand du quartier, on le voit comme notre père, mais ça, il se peut que c'est pas... c'est le dealer. Il va te ramener loin. Il va te ramener loin. C'est pas forcément lui le bon modèle, tu vois. C'est le dealer du quartier, donc au final, je vais faire comme lui, tu vois. Et en fait, c'est un tout. C'est l'environnement. L'environnement, c'est trop important. Ouais. Pourquoi? Parce que moi, le problème principal que je vais détecter aujourd'hui chez les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est les barrières mentales. Il y en a beaucoup, énormément, qui ont des barrières mentales et qui se disent « Non, ça, c'est pas pour nous ». Même quand ils choisissent leur type de business, tu parlais tout à l'heure de la tech, de la finance, etc. Pourquoi on ne trouve pas beaucoup de Noirs, d'Arabes, de Turcs, ce que vous voulez, de jeunes issus des quartiers ou de l'immigration dans ces secteurs-là? Parce que eux, ils ne trouvent pas de résonance. Ils vont pas trouver de modèle. Ils vont pas trouver de personnes qui leur ressemblent dans ces industries-là. Tu vois?
Et quand tu trouves pas de modèle, c'est difficile de te projeter. Et tout de suite, ça va te mettre une barrière mentale. Tu vois. Mais si tu vois, par exemple, ah bah, je sais pas, il y a Mohamed Dia, il a fait sa marque de streetwear, il me ressemble, il est comme moi, et ben tu vas te projeter plus facilement vers ce type de business-là. On parlait même tout à l'heure de la restauration rapide, les tacos, etc. Pourquoi il y a beaucoup de jeunes des quartiers dans ça? Parce qu'ils ont vu d'autres jeunes de quartier qui ont réussi dans ça. Donc il va dire, ah bah tiens, lui il a réussi dans ça, ah ok, bah nous aussi on va faire ça. Tu vois. Mais il faut briser ces barrières mentales-là et se dire, même si je vois pas de personnes qui me ressemblent dans cette industrie-là, bah moi je vais être le premier. Bien sûr, si on aime l'industrie, etc. Et se lancer. Mais c'est plus difficile à faire que quelqu'un qui a eu ce modèle-là à côté de lui. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, mon fils, il m'a aussi encouragé à me lancer pleinement dans l'entrepreneuriat. Mon fils, il va avoir 1 an bientôt. Pourquoi? Salut Samuel. Ouais, hello. Regarde. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je veux qu'il grandisse en voyant son père être un entrepreneur. Pleinement. Tu vois? Papa, c'est le boss. Ok, regarde. Viens avec papa dans l'entreprise. Truc, machin. Pourquoi? Pour pas qu'il ait de barrière mentale. Si, quand un enfant grandit en voyant son père être le directeur, le PDG, etc., tu verras que lui, il se projette déjà comme un PDG. Parce que c'est ce qu'il a eu à côté de lui toute sa vie. Donc pour lui, c'est normal. Tu comprends? Exactement. Mais moi, quand je suis rentré dans ma boîte, là, j'ai vu le PDG, on a échangé. Moi, c'était le premier PDG à qui je parlais de ma vie. Tu comprends? Mais mon fils, ça va être différent. Parce que lui, le PDG, c'est papa. C'est papa. Demain, ils voient un autre PDG. Mon père, il est comme toi. Voilà, pour lui, c'est tout à fait normal. Tu vois? Ouais, carrément. Et c'est pour ça que je te disais que selon ton environnement, tu vas avoir des barrières mentales plus ou moins différentes. Totalement d'accord. Ouais. Totalement d'accord. Mais ne prenez pas ça comme une excuse, s'il vous plaît. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui m'énerve. Il y a beaucoup de gens des quartiers. Non, mais nous, ici, il n'y a rien. Nous, on n'a pas eu la chance de faire ça. On n'a pas eu la possibilité de faire ça. Alors, on va rester ici, on va rien faire et tout. Arrêtez ça, les gars. C'est pas parce que t'as grandi que avec ta mère, que t'as eu des difficultés, qu'il manquait ça ou ça, que t'es noir, que t'es arabe, que tu ressembles pas à lui, que t'as pas les cheveux longs comme ça avec une mèche sur le côté et tout, que tu peux pas monter ta boîte. Tu vois ce que je veux dire? Et ça aussi, c'est des choses qui m'énervent. Ah ouais, je suis totalement Parce que souvent, les gens, ils ont la capacité, mais vu qu'ils vont se limiter à des trucs un peu bêtes comme ça, bah, ils vont pas passer à l'action, en fait. Donc, faut passer à l'action, même si tu vois que tu ressembles pas aux autres. Passez à l'action et vous allez être surpris des résultats. On appelle ça les croyances limitantes. C'est ça. Et ça, il y en a malheureusement, il y en a beaucoup dans les quartiers. Bien sûr. Des personnes qui ont des croyances limitantes. Tu vas parler d'un projet. Oh, mais vas-y, toi, toujours tu parles de. Mais c'est mon rêve, c'est. Soutiens-moi, tu vois, pousse-moi, mais. Hein, donc, les jeunes de quartier, s'il vous plaît, hein, croyez un minimum en vous. Et les voix négatives, poussez vos camarades qui ont des projets à aller vers l'avant. C'est pas facile, mais déjà, si vous avez une onde positive, vous allez leur donner de l'espoir. Super important. Ah ouais. Toi, t'en penses quoi de ça, Yanis? Non, c'est vrai. Toi qui as grandi en quartier. Vrai quartier en plus. Hein, ouais, donc tu sais de quoi il parle. Non, c'est vrai ce qu'il dit, mais je pense que ces croyances limitées, c'est aussi où on a grandi. Tu vois, Environnement. quand tu grandis dans un environnement où les difficultés, que ce soit des difficultés financières, l'accès à l'information, pour passer ton permis, c'est une galère. Tout ça, en fait, ça te met déjà des barrières. En fait, tu dis, putain, juste pour avoir mon permis, c'est une difficulté. Pour passer en seconde générale, c'est une difficulté. Et donc, en fait, dès le début, tu as déjà des difficultés, tu vois. Et donc, forcément, tu te dis, bah ouais, mais attends, monter une boîte. Alors, attends, faut que j'aille sur Internet, faut que j'aille sur l'INPI, faut que j'envoie... Ok, d'accord, ah ouais. Et après, derrière, il faut trouver l'idée. Et après, derrière, il faut trouver Tu te dis, c'est injouable. C'est injouable, tu vois. Mais au final, pour des sujets de diversité, pour des sujets d'inclusion, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est le meilleur truc. Si demain, tu as envie de venir et que ta femme, elle est voilée et que tu as envie qu'elle bosse avec toi, bah tu peux le faire.
Si ta femme n'est pas voilée et qu'elle met une robe courte et qu'elle veut venir bosser, elle peut le faire. Si toi, tu peux venir tu le fais, tu vois. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, en fait, la richesse. Ça te permet de travailler comme tu le souhaites, pleinement. Maintenant, il faut se lancer. Et il y a un type d'entrepreneuriat que je trouve hyper fort, c'est ce qu'a fait Uber. Elle fait croire aux gens qu'ils sont entrepreneurs. Incroyable. Ouh là là. Mais c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Et en fait, le mec, mis à part l'idée de mettre en relation un chauffeur avec un particulier qui a besoin de se déplacer d'un point, elle n'est pas là l'idée en réalité. Le mec, il s'est dit, ce qu'on est en train de discuter, il y a des gens, ils peuvent pas bosser. Ils n'ont pas accès à des entreprises, ils veulent entreprendre, mais ils savent pas faire. Bah, je vais les aider, moi. Ils vont se mettre en auto-entrepreneur, mais ils vont bosser pour moi. Et je vais prendre un pourcentage. Le mec, il a fait du portage salarial en ubérisant. Et maintenant, tu vois le truc partout. Tu vois le truc partout. Et c'est trop fort. Maintenant, aujourd'hui, combien de jeunes issus des quartiers populaires ou combien d'immigrés aujourd'hui travaillent en France sont des petites mains, et on l'a vu pendant le Covid. C'est les petites mains, ces gens-là ont nourri des gens, Ils ont nourri la France entière. La France entière. Incroyable. Et ces entrepreneurs, Ouais. tu vois. Et pour moi, ça, tu vois, pour moi, ces gens-là, c'est pas de l'entrepreneuriat, les pauvres. Tu vois, c'est pas. Tous les jours, ils donnent un pourcentage de leurs gains, ils doivent acheter leur véhicule, ils payent des charges, ils payent ici. Mais c'est pas de l'entrepreneuriat. Ils sont dépendants d'une plateforme qui fixe ses prix, tu vois. Donc tu es dépendant d'un boss. Si demain tu as 2 étoiles, tu bosses plus. Incroyable, ouais. C'est exactement C'est ça. fort, tu vois. C'est fort quand tu réfléchis, tu vois. Et ce mec-là, en fait, c'est pas son idée en tant que telle. Son idée, elle est bien, elle est ingénieuse, elle répond à un besoin. Mais c'est qu'il est parti taper sur des personnes qui sont dans le déni, qui sont forcément parfois en difficulté, qui font ça en boulot à côté, etc. Et j'ai trouvé ça trop fort. L'esclavage moderne. Esclavage moderne. Esclavage moderne. C'est tout. Et il faut le dire, hein, c'est de l'esclavage moderne, tu vois. C'est tout, rien d'autre. En fait, il leur a clairement fait croire qu'ils étaient indépendants. Ouais. Alors qu'en vérité, en fait, comme je dirais, ils ont pris ce qu'ils avaient de plus précieux, c'est leur temps. C'est ça. Parce que rien ne vaut plus que ton temps. Et après, grand respect à tous ces personnes-là qui font ce job-là, etc. Attention, hein, c'est pas ce qu'on dit, un grand respect. Maintenant, en tout cas, notre point de vue, c'est de l'esclavage moderne. On est dépendant, on reste dépendant d'une société avec un pourcentage et qui fixe son pourcentage et qui fixe ses règles et qui te met des étoiles. C'est-à-dire que tu n'as aucun pouvoir de négociation. Donc ils te mettent des étoiles, t'as même pas de manade, t'as même pas des RH, ils te mettent des étoiles. Ils te mettent des étoiles. Ils te mettent des étoiles. En fait, ouais, c'est le client qui devient ton... Ouais. Ton maître, en fait. Bien sûr. Après, le client est roi, tu vois, on peut le dire, le client est roi. C'est ça. Mais là, c'est fort, tu vois. Ouais. Des étoiles, tu vois. Après, C'est même pas ton client, c'est la plateforme qui est c'est ton la maître. ouais, c'est la plateforme. C'est la IA. Si un matin elle se lève, la plateforme elle dit bah je veux pas que tu bosses parce qu'il y a ça ou ça, tu bosses pas. Ah, mais c'est arrivé, ça. Ouais, c'est C'est arrivé, arrivé à plusieurs reprises. Hein. Ouais, c'est arrivé. À cause de commentaires de certains clients qui n'étaient pas satisfaits, on bloque ton compte. Et le pauvre qui a des charges, qui a peut-être une famille à nourrir, Ouais, ben, voilà, tu vois. il est en larmes parce qu'il ne peut pas travailler. Donc il est obligé d'aller au siège. Et Ouais, c'est bien sûr. arrivé. Hein. Donc, Donc tu as vu un peu cette illusion qu'ils ont pu. ouais, ils dans ont la été tête des forts, gens. tu vois. Donc Elles ont été forts, ils ont été très forts, tu vois. faut le dire. Donc moi j'y crois, tu vois, j'y crois à la réussite des jeunes issus des quartiers, de l'immigration dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a de la diversité, il y a le fait de créer de la valeur, il y a le fait d'être en capacité d'embaucher d'autres personnes qui te ressemblent aussi, etc. D'avoir une émancipation intellectuelle hyper importante parce que mon ami payer un community manager 750 €, peut-être la journée ou autre, tu vas pas le faire. Hein. Ou tu vas devoir apprendre. C'est l'apprentissage que tu n'as pas forcément fait à l'école. Parce que tu étais avec tes potes, ou tu avais un enseignant qui n'était pas forcément impliqué au quotidien. On le sait, hein, maintenant, la majorité, allez, 50% voire 60% des enseignants qui viennent dans les quartiers populaires dits sensibles, ils veulent pas y aller en fait. Ils y vont parce que soit ils ont eu une mauvaise note à leur concours et ils y vont, mais ils y vont par déni. Tu vois. Ils y vont à contre-cœur. Ils y vont à contre-cœur. Tu vois, ils y vont à contre-cœur. Et après, t'as des jeunes qui sont au lycée, qui parlent pas un mot d'anglais, qui arrivent pas à écrire 3-4 lignes de français sans faire de faute, qui ont du mal à s'exprimer à l'oral, et qui forcément après derrière il y a un décalage. Ils arrivent à l'université sur Paris parce que tu vas partir à Paris, tu te dis je vais aller à Paris. Il y a un décalage, il y a un fossé, tu vois. Et va le rattraper le fossé. Et donc tu as des décrochages scolaires de personnes qui ont eu le bac, qui ont décroché et qui vont faire autre chose, tu vois. Qui vont faire autre chose. Donc, c'est vrai. Après, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que même si malheureusement on a ce décrochage scolaire, moi je trouve que les réseaux sociaux, ça a créé de nouveaux emplois, chez la jeunesse surtout. Moi j'ai pu rencontrer des jeunes qui avaient dû faire preuve de créativité en fait, parce qu'ils ne pouvaient pas tirer de source de revenus. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'avais rencontré un jeune, lui, ce qu'il a créé comme business, il préparait son bac, il faisait de l'achat et revente de paires de baskets. Ouais, bien sûr. Tu vois, il achetait des paires vraiment cotées. Et il m'a dit, moi j'arrive à me tirer par mois des fois
autour de 800 euros, 1000 euros, alors que Bien sûr. je suis quand même étudiant, tu vois, j'ai trouvé ça génial, tu vois. Et Le commerce en tant que tel, déjà, d'un point de vue, tu vois, d'un point de vue religieux, on en a toujours parlé du commerce. Le commerce, c'est toujours ce qui te permet de t'enrichir, tu vois. C'est la toujours. base. Quoi qu'il arrive, tu vois. La base. Quoi qu'il arrive, c'est la base, tu vois. Mm, Donc mm. on parle d'entrepreneuriat, on parle de plein de choses, mais il y a aussi le commerce, l'achat-revente. tu vois. L'achat-revente, L'achat-revente. le meilleur commerce. L'achat-revente, c'est aussi un commerce exceptionnel. Tu sais bien acheter au bon prix, tu revends au bon prix, Mm. tu vois. Donc il y a déjà ça qui permet de t'émanciper, déjà de commencer, tu vois. Mais il faut un démarrage, tu vois. Il faut toujours un démarrage. Avec quoi je commence, tu vois. Avec quoi je commence. Si je touche 1500 et j'ai un loyer aujourd'hui, les loyers en banlieue maintenant c'est fini, les loyers à 600, 400 euros, t'es à 900 euros, 1000 euros de loyer, comment tu fais avec 1500 euros? Sans compter l'assurance, sans compter le fait d'acheter de la nourriture, le fait, souvent il y a quelqu'un de la famille qui est en galère, tu vas devoir l'aider. Tu peux pas te lancer. Et c'est ça aussi, c'est ce démarrage-là, tu vois. Ce démarrage-là, Et, ouais. et moi j'ai des amis aujourd'hui qui ont une réflexion un peu différente, c'est de dire de monter des fonds d'investissement. On monte un fonds d'investissement. C'est intéressant ça. Bah ouais, les fonds d'investissement, tu regardes Warren Buffett, qu'est-ce qu'il a fait? Il a investi dans les boîtes. Il investit dans les boîtes. Et le mec, il se dégage, il est beaucoup plus riche que certains entrepreneurs. Il investit dans les structures. Et c'est parfois ce qui manque, tu vois, pour la diaspora. Il y a, je crois qu'Elisabeth Moreno a monté un fonds d'investissement pour la diaspora en Afrique, etc. C'est hyper important, tu vois. Tu montes un fonds d'investissement pour impacter, t'aides un jeune. Ouais, j'aime pas dire le mot aider, parce qu'on n'est pas là pour aider. Tu as monté un fonds d'investissement, c'est un business, tu es là pour avoir ton pécule Tu derrière. contribues au final. Tu contribues. Ouais, ouais. Mais tu te rends compte que tu as une centaine de jeunes, ils créent 100 projets. Dans les 100 projets, tu en as un ou deux qui vont péter. Tu as mis de l'argent pour l'aider à accélérer. Mais c'est énorme. C'est énorme. Tu as aidé ce mec-là qui est issu des quartiers et il y a cet effet de sérendipité, tu vois, tu l'as aidé lui, donc lui il va aider sa sœur, ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, ton fils est inspiré de papa parce que papa est PDG, c'est la même chose pour eux, tu vois. Il est entrepreneur, il a réussi, donc il y a sa fille, il y a ses parents, il y a ses oncles, il y a ses tantes, il y a les enfants. T'as tapé un cercle, au final t'en as tapé 50. Incroyable. Et donc c'est hyper important, tu vois, même tout ce qui est fonds d'investissement, je trouve que c'est hyper fort aussi. C'est hyper fort pour accélérer la croissance, pour lancer des entrepreneurs. Tu vois, c'est hyper intéressant. D'accord, ouais. Tu vois, c'est hyper important. Tu le vois aujourd'hui, les plus gros fonds d'investissement, c'est des fonds américains, tu vois, qui investissent en France. Tu vois, il y a eu des levées récemment énormes. Donc ça a baissé un peu, mais c'est des fonds américains. Il faut se dire pourquoi aujourd'hui ces fonds américains ils investissent. Tu vois, c'est pas pour rien. Tu vois, en Afrique, on n'a pas forcément beaucoup de fonds. Ça commence à se créer, tu vois, ça commence un peu. Moi, je le vois au Maroc. Je le vois au Maroc, t'avais Le Maroc, c'est un autre monde par rapport à l'Afrique entière. Franchement, tu vois, le Maroc, tu vois, j'écoute beaucoup, moi je regarde beaucoup, j'échange beaucoup avec des Marocains, etc. Et t'as deux mondes au Maroc aujourd'hui, malheureusement, tu vois. T'as le Maroc de ceux qui ont la chance et le Maroc de ceux qui n'ont pas la chance. Et c'est une vraie réalité, tu vois. Maintenant, le Maroc, voilà, il n'y a pas de richesse. C'est pas un pays qui a d'énormes richesses. Le tourisme, le phosphate, etc. Il essaye de se faire. Ils font beaucoup de choses pour le peu d'argent qu'ils ont. Ils font énormément de choses, tu vois. Mais il y a un fossé qui se creuse, qui est énorme, tu vois. Il y a un fossé qui se creuse qui est énorme. Mais c'est un pays qui va de l'avant. C'est un pays qui va de l'avant, qui inspire, etc. beaucoup de pays d'Afrique. Mais quand tu compares le Maroc, moi j'aime bien regarder le Nigeria. C'est autre chose. Le Nigeria, c'est autre chose. Mais et pourtant, on ne le mentionne pas beaucoup. Le Nigeria, c'est un autre pays. Ils sont en train de glow up à un niveau incroyable. Mais c'est incroyable, le Nigeria. Incroyable. La Côte d'Ivoire. Ouais, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. L'Afrique du Sud, ça a toujours été pour moi un pays à part, tu vois, de l'Afrique. Je l'ai jamais pris. C'est pas l'Afrique. Ouais, non, mais Les gens vont me détester. Non, tu vois, mais c'est l'Afrique, tu vois. Mais ils ont vécu l'apartheid. Il y a eu beaucoup de choses, donc ils ont eu cette chance-là. Le Nigeria, non, tu vois. La Côte d'Ivoire, non. Le Maroc, même qui était sous protectorat pendant un moment, ils sont faits petit à petit, tu vois. Ils sont faits petit à petit. Pareil pour l'Algérie, qui est en train de faire beaucoup de choses. Moi, j'ai des amis en Algérie qui tentent des choses, qui lancent des choses, etc. pour le monde l'écosystème startup, etc. Est-ce que vous savez, petite fun fact, que le noir le plus riche du monde est un Nigérien? Ouais, Ouais, j'ai appris. ouais. J'ai appris à Et il a commencé de rien. Ouais, Il a lui, commencé vient de d'une rien. famille très pauvre. Très pauvre, il a commencé de Dangote. rien. Ouais. Dans le beauté, ouais, c'est ça. Il a commencé très pauvre, de Dans la rien. C'est quoi son le marché ciment. principal? Construction ciment. Ouais, ciment, il a commencé comme ça, après il a racheté une boîte, il en a racheté une autre, il a revendu, etc. Et il est rentré dans plein de filières, tu vois. Ce type-là est plus riche qu'Oprah. Ouais. Incroyable. Ouais. Incroyable. Mais c'est incroyable de voir qu'un Africain puisse s'enrichir encore plus que les gens qu'on peut voir dans le Nouveau Monde. Mais parce qu'en Afrique, Tellement d'argent. En Afrique, il y a beaucoup d'argent. Maintenant, le seul problème qu'on a en Afrique, c'est, il y a la corruption. Deux, nous, même si aujourd'hui on est issus d'Afrique, on reste des émigrés en Afrique.
Et ouais, tu vois. Ouais, là, Et tu vois, moi je le vois, tu vois, c'est tu vrai. vas dans ton propre pays, C'est vrai. tu veux lancer des projets, Mhm. ils disent ce mec-là, on va le couiller. C'est un mec de France, on va le couiller. C'est vrai. Et toi ici, tu vois, tu te tapes tous les jours, etc. Parce que ici, tu as soit des problèmes, souvent, il y a un racisme ambiant en France, on va pas se Mhm. mentir, il y a un racisme Non, c'est une ambiant. réalité. C'est une réalité, c'est un fait, maintenant on fait avec, tu vois. Ok. C'est vrai. Et tu vas dans ton pays, c'est pas un racisme. Pour moi, c'est un racisme aussi, tu vois. T'es un immigré. Ouais. Mais en Donc- fait, t'es différent. Ouais. T'es différent. T'es pas chez eux. marocain au Maroc et t'es pas français. Après, par exemple, tu vois, il y a une initiative que je trouve qui est magnifique, tu vois. Il y a une initiative qui est pour les MRE, tu vois. Mm. Ils ont lancé, ils ont compris en fait. Et il y a aussi il y a eu un ancien roi, le roi Hassan II, c'était un visionnaire. Pour moi, c'est un visionnaire incroyable, tu vois. Mhm. Que ce soit d'un point de vue énergétique, quand il a construit des barrages d'eau, tout le monde disait mais t'es malade. Aujourd'hui, l'agriculture au Maroc, ça marche, tu vois. Mm. Et il disait en fait, un Marocain partout dans le monde ne sera jamais un Marocain. Bon, je vais un peu déformé, mais ne sera jamais un Marocain. Il restera un Marocain. Et tu le vois aujourd'hui en fait. Toute la diaspora qui est née dans des pays étrangers, en France, aux États-Unis, au Canada, aux US, etc., Mhm. retourne au Maroc et lance des projets au Maroc. Ok. Et ils interviennent d'un point de vue technologique, Mhm. dans le monde de l'agriculture, etc. Et ils le font, tu vois. Ouais. Et c'est fort en fait. Et je pense que c'est ça qu'il faut pour l'Afrique aujourd'hui. C'est nous aujourd'hui qui avons étudié en France, qui avons travaillé en France ou dans d'autres pays, c'est de faire en sorte d'impacter notre pays par des projets. Et il y a des concepts en fait. Tu peux lancer plein de concepts. Tu travailles en France, tu lances ta boîte en France et tu dis bah on va ouvrir un bureau au Maroc et vous pourrez faire du télétravail. Et on voit le digital nomade aujourd'hui, ça explose. Et c'est la stratégie aujourd'hui du Maroc, tu vois. Les MRE, les Marocains résidant à l'étranger. C'est trop Il, bien. ça. il faut les faciliter, Mm. que ce soit dans l'investissement de leur achat. Tu sais qu'aujourd'hui au Maroc, quand tu achètes ton premier appartement, Mhm. le gouvernement te donne 10 000 euros. Ouais. C'est pas vrai. Et ouais, tu vois, D'ailleurs, l'immobilier est en train d'exploser. C'est vraiment un don, au c'est pas un Maroc. prêt. Hein, c'est un don. Tu as Ouais. investi dans Ils ton pays, participent dans ton ils achat. participent dans ton achat. Magnifique. Ils sont en train de lancer à Rabat. À Rabat, tu viens, tu lances ton projet, tu as Mhm. des fonds d'investissement marocains qui investissent avec toi dans ton projet, qui t'accompagnent, qui t'ouvrent leur réseau. Et c'est ça qu'il faut pour l'Afrique. Et tu vois, aujourd'hui le Maroc le fait, pour moi c'est ça qu'il faut pour l'Afrique. C'est hyper important, tu vois. Et via des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, tu vois. C'est classique, tu vois. Les Asiatiques le font à leur niveau, hein, Bien sûr. quand ils achètent, j'aime pas te dire ce projet, mais quand ils achètent des bureaux tabac ou autres, Mm. ça coûte cher un bureau tabac, on se rend pas compte, mais c'est hyper cher. Et ils font des dons entre eux, entre familles. Et ils arrivent à acheter. Ouais, C'est sauf que c'est tout en interne. Ouais, pas c'est tout en régulé interne. par Tout le en interne. gouvernement, mais Ouais. c'est des familles. Ouais, C'est des de- familles. En fait, c'est de des formes normal, tout ça. de tontine en fait. Ouais, qui font mais c'est trop ça. fort ça. C'est Mais excellent. c'est exceptionnel, tu te rends compte? Moi, C'est j'ai exceptionnel. vu des gens dans ma famille, des tantes à moi, et Mhm. ils ont acheté des biens immobiliers au Ouais, bled, ouais. cash, Ouais. grâce aux tontines. Bien sûr. Parce que il y a un point que les gens oublient beaucoup, c'est pour faire de l'argent, il faut de l'argent, C'est ça. tu vois. Ouais, Donc totalement. en commençant avec rien, c'est très compliqué aujourd'hui de faire beaucoup d'argent. Donc ou ta communauté, comme les Asiatiques, etc., va te prêter de l'argent, ou tu vas passer par des fonds d'investissement, Mais etc. t'es dépendant d'eux, tu vois, au final. T'es dépendant d'eux en quelque sorte. Quelque part, un peu comme des banques. Ouais, c'est, Ouais. il fait l'appui Et le et beau temps, le beau ouais. temps dans ton entreprise, tu vois. Mhm. Tandis que quand c'est ta famille en tant que telle, t'es un peu plus Totalement serein, tu vois. T'es un peu plus serein. Tranquille. T'es un peu plus tranquille, tu vois. Et c'est ça aussi le point le plus important, tu vois. Et, Mais- et je pense que c'est ce qui manque en réalité, tu vois. Mhm. Il y en a plein qui veulent lancer des projets. Il y en a plein qui veulent lancer des projets. Maintenant, bien sûr, il faut voir la faisabilité du projet. Est-ce que ce projet-là est impactant? Et donc là, c'est un autre sujet. Mhm. Et donc là, il faut des personnes d'expertise qui ont la connaissance. C'est pas des sachants. Parce que ce que je disais tout à l'heure, je te disais, Ouais. sur les réseaux sociaux, tout le monde est devenu sachant. Tout le monde, Tout le monde a des connaissances. Ils ont un peu utilisé un peu d'IA pour faire des montages exceptionnels. Ouais. Et tu vois, tout le monde connaît tout en fait. Tout le monde est Dans devenu. Internet, Et tu vois, le branding maintenant, il est oufissime, tu vois. Et donc, t'as des. Moi, je le vois d'un point de vue religieux, tu vois. T'as des personnes qui ont 2-3 ans de religion et qui te lancent des débats sur des sujets hyper profonds, Mhm. où t'as des mecs, des savants, quand je Mhm. suis parti à Médine, Mhm. ça fait 30 ans les mecs qui sont dessus. Incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, t'es venu, t'as vu 2-3. Et c'est ça aujourd'hui que tu vois dans le Ouais, marketing, carrément, dans la ouais, vente. bah, plus. Et moi, tu vois, ça me rend ouf, tu vois. Et donc, Ouais. et c'est souvent Mhm. dans notre communauté, tu vois. Mmh. Dans notre communauté. Et quand je dis communauté, je parle de la diaspora. Mmh. Et donc là, il y a toujours ce complexe-là d'infériorité, de Mhm. vouloir prouver que je sais plus, Mhm. de pouvoir prouver que je connais, que j'ai la connaissance. Mmh. Et c'est ça qui freine aussi. Et donc, fonds d'investissement, des personnes reconnues parce qu'ils ont fait. Ils ont fait en fait les mecs. Ils ont fait, Praticiens. ils ont pratiqué comme le sport de combat. Tu pratiques Mmh. le mouvement plusieurs fois, tu réussis. Bah, c'est la même chose pour le business ou pour l'entrepreneuriat. Et à partir de là,
on pourra lancer plein de choses. Mais ça commence à se faire. Moi, je le vois, tu vois, ça commence à se faire. Tu as des fonds d'investissement qui se montent, tu as des personnes qui sont reconnues dans leur domaine, qui commencent aussi à impacter, essayer d'impacter. Mais voilà. Il y a de plus en plus de preuves sociales, et c'est bien, tu vois. Ouais. Tu vois beaucoup de success stories dans les diasporas, dans les banlieues. Ouais, bien sûr. Et ça fait plaisir et surtout ça donne de l'espoir. Tu vois, ça donne de l'espoir parce que tu te dis que malgré que je vienne d'un quartier populaire, malgré que je ne sois pas forcément riche, Ouais. j'ai la possibilité en fait de rentrer en contact avec des gens qui ont les moyens et qui peuvent justement apporter la pierre à l'édifice, à mon projet. Et ça, c'est super. Et il y a un outil qui est hyper fort dans ça, c'est LinkedIn. Moi, j'arrive pas à en fait, percevoir la puissance. Tout le monde me dit, hein. Mais Mais j'arrive pas. Mais est-ce que c'est une bonne question? Parce que moi non plus, je suis pas fan de LinkedIn. Ouais. Pourquoi? Moi, je vous explique un peu. J'aime pas trop je suis pas trop dans le conformisme. Tu vois? Je vais vous expliquer pourquoi. Quand tu es plus jeune, on te dit bon, faut aller à l'école. Bien sûr. Après, faut faire telle étude. Ouais. Après, on va dire faut t'habiller comme ça. Une fois que tu te mêmes, ben regarde. Moi, l'une des choses qui m'a beaucoup dérangé, c'est quand tu rentres dans les entreprises que je te disais là, les entreprises américaines, etc. Machin. Déjà, nous, on va faire partie des minorités. Et après, eux, ils ont une manière de s'exprimer. Ils ont des discussions qui vont avoir entre midi et deux. Ils ont une manière de s'habiller, etc., etc. Et moi, en tout cas, l'impression que j'ai eue, c'est que faut te conformer un petit peu à tout ça. Sinon, ils vont te... Tu vois? Et j'ai l'impression que LinkedIn, c'est la continuité La suite logique de tout ça. C'est vrai que tous les mecs d'école de commerce et tout, ils me disent ouais, Christophane, Ouais. LinkedIn et tout. Donc, Ouais, je sais pas comment ils vendent ça à l'école. Il y a un point important, c'est comment tu gardes le lien avec les gens. Ouais, Tu vois, le réseautage. voilà, et comment tu gardes le lien. Aujourd'hui, on a tous Instagram, t'as Facebook, Insta, Snapchat, X, etc. etc. Ouais. Quand tu lances un projet, n'importe lequel, c'est souvent du network. Il y a des personnes, tu prends par exemple le patron d'une grosse structure, tu vas le contacter, tu vas pas aller devant son entreprise et l'attendre en bas. Mais c'est un fait, tu vois. Et je parle toujours dans cet exercice. Sinon, il risque d'avoir Ouais. peur. Et je parle toujours dans cet exercice de vendre. Tu fais un projet, tu dois vendre. Ouais. Comment tu vends aujourd'hui? Comment tu vends On n'est plus à l'ère, on est à l'ère du digital. Tu vois, c'est fini l'époque où tu prends tes pages jaunes et tu cherches les numéros et t'appelles. Il y a ça encore aujourd'hui, mais t'as l'ère du digital. LinkedIn aujourd'hui, c'est quoi comme outil? T'as ce conformisme, c'est vrai. T'as des personnes qui vont se mettre en avant, c'est vrai. Mais ça dépend de l'usage. C'est comme Instagram, c'est comme TikTok. C'est quoi l'usage que t'en fais? LinkedIn, l'usage parfait pour nous. Moi aujourd'hui, j'ai des mentors. Et ça, c'est un point hyper important dans l'entrepreneuriat. Avoir des mentors, mais pas n'importe lequel. On y reviendra après si on a le temps de parler du bon mentor. C'est quoi un mentor? Moi aujourd'hui sur LinkedIn, j'ai contacté des PDG de boîtes via des messages. D'accord. Hello, on respire le même oxygène. Ok. J'ai vu ton parcours, je l'ai trouvé hyper inspirant. Wow. Je suis issu des quartiers populaires, voilà mon objectif. Ok. Et t'es structuré, tu vois. Attention, t'es structuré. Ouais, bien sûr. hein. J'ai vu ce que t'as fait, je trouve que t'es hyper inspirant, je voudrais t'avoir comme mentor. Wow. C'est vraiment de la prospection. Donc ça Incroyable. te Et tu- donnait et- accès à des gens à qui Je ne voyais pas comme normalement ça. Et Je tu voyais n'aurais pas comme ça. t'aurais jamais jamais accès. pu Moi, j'ai avoir eu l'opportunité. la magie de l'internet. Voilà, j'ai eu l'opportunité, moi, de déjeuner avec, à un événement avec le Global CIO, donc le directeur informatique monde de BNP Paribas. Wow. Son père, c'était l'ancien Shah d'Iran. Voilà. Donc, en fait, on parle toujours de briser certaines barrières. LinkedIn aujourd'hui, Ouais. je pense que c'est une erreur, Ok. vraiment, de ne pas se lancer sur LinkedIn. Et passer à côté. voilà, parce que tu vas contacter des gens. Aujourd'hui, toi, quand tu contactes des gens pour intervenir avec toi, Christo ou autre, comment tu fais? Via ton réseau. Via mon réseau. Ok. Ouais, Ce réseau-là, tu peux l'élargir. On exactement. est d'accord. Demain, tu as un sujet, tu as parlé de biologie, tu veux un sujet sur la biologie, c'est pas commun. Comment tu trouves un Biologiste. LinkedIn? Tu peux Carrément. tu contactes. Et je te dis pas que tu vas faire un message et tu vas avoir une réponse. Mais tu fais 200 messages ou 300 messages, et après, tu auras bien quelqu'un qui va te répondre. Après, ça dépend comment tu structures ton message. Et on revient encore dans cet exercice de je monte ma boîte, je suis entrepreneur, je dois vendre. Comment je vends? C'est ça. Et je prends tous les outils. Et LinkedIn, c'est ça sa force en fait. Être en capacité de contacter n'importe qui dans le monde. Moi, aujourd'hui, je parle avec des gens qui sont aux US, qui sont en Australie, qui sont dans des boîtes en Asie, à Singapour, à Dubaï, et j'arrive à m'informer. Tu vois ce que je veux dire? Et tu es reconnu dans ton expertise, dans ton domaine d'expertise sur une thématique. Donc elle est là la force du réseau, tu vois. Après, oui, tu as ce conformisme en quelque sorte de certaines personnes qui vont se mettre en avant. Mais au final,
C'est la même chose sur Instagram, Ouais. c'est la même chose sur TikTok, c'est la même chose sur partout. Sauf que LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Avec, Elle des, est là la différence. avec des professionnels ou des menteurs, tu vois, ça dépend. Tu Voilà, vois. ouais, parce qu'il y en a Ouais, qui ouais, s'inventent des vies aussi. Mais, attention. mais moi, j'utilise comme ça, tu vois. Ok. Contacter des leaders. Mm. J'ai l'opportunité de régulièrement d'échanger avec mon mentor une fois ou deux fois par mois. Sur plein de thématiques, juste qu'il me raconte sa journée. Et je reviens sur le sujet de tout à l'heure, Mm. l'accès à l'information. Voilà. Et être Comment inspiré aussi. et être inspiré, tu vois. Moi aujourd'hui, je fais plein de choses, mais il y a toujours plus fort que nous, hein. Parce que nous, moi je fais quelques trucs, mais t'as des mecs aux US, ils ont à peine la vingtaine, ils ont lancé des boîtes à plusieurs millions, à plusieurs trucs, Incroyable. et c'est comme ça que t'es inspiré, tu vois. Et ces gens-là te tirent. C'est comme dans le sport, en final. On y revient dans les sports de combat. Mm. Sport de combat, plus tu t'entraînes avec les meilleurs, plus tu vas être tiré vers le haut. Et Logique. c'est la même chose. Logique. Donc voilà. Et c'est intéressant ce que tu dis. Là, on parle de réseautage. Mm. Il n'y a pas longtemps, on m'a invité à ce qu'on appelle une fondation qui s'appelle BNI. En fait, la BNI, c'est une fondation de réseautage où tu n'as que des entrepreneurs. En fait, il y a une condition chez les BNI, c'est que tu peux intégrer le BNI uniquement si personne n'a ton secteur d'activité. Et j'ai été invité dans une BNI qui se trouve à Créteil. Donc il y en a plusieurs, hein. C'est régional, national, international. Donc tu as des BNI partout dans le monde. Mais dès qu'en gros tu adhères à une BNI, Mhm. tu peux accéder à toutes les BNI du monde. Mm. Donc, demain tu voyages aux États-Unis, Ouais. bah, tu peux aller à une journée BNI. Souvent ils ont une fois par semaine, ils ont des matinées où ils se retrouvent et ils parlent que business. Mm. Je suis allé dans une BNI à Créteil et en gros on discute et tout, je vois le concept, ça parle de chiffre d'affaires, donc telle personne a fait un chiffre d'affaires en collaboration avec telle personne, ils ont généré cette semaine 20 000 euros. Je fais, ah ouais, c'est des sommes, tu vois. Et il y a un mec qui était venu avec son entreprise de chocolat. Donc en gros, il est venu avec son statut de chocolatier. Ok. Écoutez la dinguerie. Et je sens une belle énergie chez lui, tu vois. Ouais, il se présente, moi je suis chocolatier, donc j'ai oublié le nom de la marque. Donc il a deux boutiques, une sur Belle Épine, une sur Créteil. Et à la fin, je vais le voir. Tu sais, il y a une voix au moins, il dit, va lui parler. Et je parle avec lui et tout. Et écoutez ce qu'il me dit. Il me dit, en fait, moi j'avais pour devoir de rentrer à la BNI avec un secteur d'activité qu'il n'y avait pas. Mhm. Donc j'ai pris ma société de chocolaterie. Et moi, il faut savoir qu'en fait, je suis en fait fondateur d'une holding. Ok. Et j'ai 14 entreprises. Allez. Je regarde, je fais, ah ouais, tu sais, ça me surprend, c'est Ouais, de me bien dire, waouh. Il t'a dit ça en En toute gros, détente. Ouais, en toute détente, tu vois. avec la légèreté. Et il a commencé à me lister toutes les entreprises, en fait, qu'il possède, en fait. Mm. J'ai fait, en fait, le réseautage dans ce type d'environnement, ça me permet, en fait, de rencontrer des gens d'une autre dimension, Bien sûr. tu vois. J'ai mon réseau Instagram où j'ai les contacts. Il y a aussi des gens qui réussissent dans leur domaine. Bien sûr. Mais des entreprises comme LinkedIn, enfin des réseaux sociaux comme LinkedIn ou des BNI, Ouais. ça te permet en fait de rencontrer d'autres personnes et de partir sur des projets plus lucratifs, tu vois. Et j'ai fait, ah ouais, c'est intéressant en fait. Faut réseauter, mais il faut aussi savoir où réseauter Bien sûr. pour aussi atteindre aussi la vision que tu as par rapport à tes projets, tu vois. Bien C'est ça. Si demain tu veux exceller, prospérer, pouvoir investir dans des projets pour les jeunes, pouvoir aussi investir dans des associations pour venir en aide à des populations un peu plus précaires, comme un peu tu le fais, tu as une association en plus en Afrique, tu vois souvent en plus. Hein. Ouais. Bah, t'en as pas forcément parlé, bah, Ouais. c'est l'occasion, tu vois. Ok. C'est vrai que même avec tes propres fonds, Hein. tu peux dire voilà, j'investis dans une cause, tu vois, je soutiens une cause. Et je pense que ça dépend aussi du type d'activité que tu as, tu vois, du type Aussi. d'entreprise que tu as. Tu as certaines entreprises où tu as avoir besoin de plus réseauter, plus de contacts, etc. Tu as d'autres types de business où tu n'as pas besoin pratiquement, tu vois, de réseauter. Ça va dépendre aussi de ce que tu fais. Et aussi, ça va dépendre de tes capacités, là où tu as des facilités. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont être timides. Pour eux, ça va être compliqué de réseauter, d'aller vers les autres, etc. Tu as des gens qui vont être comme toi, voilà, tu as une facilité avec les gens, tu as cette intelligence sociale, tu vois. Pour toi, ce sera plus facile de réseauter. Donc après, je pense qu'il faut jouer aussi sur ses forces. Et en fonction de tes forces, tu vas adapter peut-être ton secteur d'activité, etc. Et tu vas pousser dans ça. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont timides. Il y a même des autistes, tu vois, qui sont des grands entrepreneurs. Et pourtant, ces mecs-là, ils réseautent pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ça Après, bon, après, comme on dit, comme je dis souvent, on ne naît pas, mais on devient, tu vois. Mm. Tu peux être timide. Il y a des gens qui sont arrivés dans des structures et étaient timides, mais tu vois, 3 ans après, le mec, il te fait des conférences devant 500 personnes. Mm. Attends, c'est lui que j'ai vu il y a 3 ans, je veux dire. Moi, je pars du principe où l'être humain, Ouais, il a, s'il est intelligent, en fonction de son parcours de vie, ok. il a cette capacité à pouvoir
faire évoluer son potentiel. Tu vois. D'accord, ouais. Au début, on était éducation financière pauvre. Ouais. On a grandi, on s'est enrichi. On a créé une richesse aussi sociale en rencontrant des gens. En fait, tu vois, tu globes avec le temps et ton expérience. Moi, c'est comme ça un peu que je vois les choses. Je sais pas vous. Ouais, bah justement, c'est la question que j'avais. Vous êtes quelle école? Vous focalisez sur vos qualités et maximisez sur ça pour pouvoir avancer plus vite. Ou bien deuxième école, voir quels sont vos défauts, travailler sur vos défauts pour améliorer vos défauts et devenir une meilleure personne, une personne plus équilibrée, on va dire, et avancer avec On va ça. laisser Anis parler. Quelle école? Moi, je suis sur la partie maximise sur mes qualités. Ok. Ouais. Ouais, je fais un focus dessus, moi. Je fais un focus dessus. Mhm. Je suis bon dans un domaine, Ok. je vais faire en sorte d'être encore plus bon. Vraiment, tu vois. Mm. Après, les défauts que je vais avoir, etc., je vais faire en sorte de les modérer, Mhm. mais je vais beaucoup faire un focus sur mes qualités. Ok. Mm. Et ça, c'est plutôt les Américains et les Anglo-Saxons qui sont comme ça. C'est ça. Et moi, je suis aussi de cette Ouais, école-là. cette école-là, ouais. Ouais. Maximiser ses qualités. Ouais, je maximise mes qualités parce que t'as déjà. Moi, j'ai des choses, c'est naturel Mm. chez moi. Donc, j'ai pas à forcer par rapport à ces choses-là. Donc, je vais maximiser sur ça. Et après, j'ai appris, pour ce que je sais pas bien faire, ouais, essayer un petit peu de les gommer, mais m'entourer de personnes qui, eux, sont forts dans ça. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Déléguer en fait. Voilà. Mettre à tes côtés. Déléguer ou personnes même qui ont des fois compétences. t'associer, tu vois? Ouais. Et comme ça, par exemple, je sais pas moi, je vais être bon dans le marketing. Mm. Et pour moi, c'est facile, c'est naturel et tout, mais je suis pas bon dans la vente. Je sais que toi, tu es bon dans la vente. Mm. Ouais, moi, je suis comme ça. Ouais. Voilà. Bah, je vais essayer de t'intégrer à mon projet. Parce que déjà, toi, naturellement, tu es un bon vendeur. Donc, au lieu d'essayer d'apprendre quelque chose que je sais pas forcément faire, je vais me focaliser, mettre toute mon énergie sur le marketing, ce dans quoi je suis bon, et je vais ramener un bon vendeur avec moi. Le fameux Comme time ça. saving, ouais. 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 C'est drôle ce que tu dis, c'est Xavier Niel, il parlait de ça, et il disait qu'il lui, il a pas fait d'études. Ouais. Xavier Niel a pas fait d'études. D'accord. Autodidacte. 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 Ouais. Mais, Magnifique. mais ce que tu dis là, c'est ce qu'il a fait en fait, lui. Il a maximisé sur ses qualités, et il s'est entouré des bonnes personnes, sur les points où il avait des faiblesses, tu vois. Ouais. Et c'est ça en fait la force en réalité, tu vois. C'est de se dire, bah, je vais travailler sur mes qualités, je suis bon dans ça, je suis un très bon orateur. Mm. Fine. Je vais encore travailler encore plus pour être encore meilleur dans mon domaine. Et derrière, sur des particularités ou des thématiques où je suis moins bon, bah, je vais prendre des personnes qui sont hyper bons, tu vois. Quand tu fais une équipe de foot, Messi, il est pas en défense, il est pas goal. Tu vois, moi c'est un exemple simple, tu vois, c'est pas... Et moi je l'applique aussi, tu vois, au quotidien, tu vois. Et je pense que c'est une vraie réalité, tu vois. C'est une vraie réalité quand tu veux entreprendre. Le fait de savoir tes forces et tes faiblesses, ce que je disais tout à l'heure, l'impact. C'est quoi l'impact quand tu veux te lancer? Connaître tes forces et tes faiblesses. Où est-ce que tu es bon, où est-ce que tu es faible, et comment tu réponds à ces faiblesses-là. Tu peux te dire, bah, je vais passer du temps dessus, je vais passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à me former à devenir développeur, ou me dire, bah non, je vais recruter quelqu'un, je vais gagner du temps. Le fameux time saving, tu vois. Le fameux time saving, tu vois, gagner du temps, ne pas perdre de temps. C'est incroyable ce que tu dis. J'avais rencontré un homme qui m'avait dit un bon entrepreneur, c'est une personne qui a la capacité de déléguer. Ouais. Il sait déléguer les tâches aux bonnes Bien sûr. personnes. Bien sûr. C'est comme le capitaine du navire, Mhm. il sera donné chaque rôle. Bien sûr. Lui, peut-être qu'il ne sait pas faire le ménage, Mhm. il sait peut-être pas faire à manger, mais il sait qui mettre à quel endroit. Mhm. Et ça, c'est important, ça me rend délégué. Bien sûr. Totalement d'accord avec vous. Ah ouais, magnifique. En tout cas, les gars, c'était un bel échange. Hein. On avait tellement de choses à dire. On n'a même pas pu balayer tout. Malheureusement, on n'a Ouais, pas bah, pu moi tout aussi, dire. ce sentiment-là. Vous savez, On n'a pas c'est- tout balayé. Là, c'était l'échauffement. Ouais, c'était échauffant. Ouais, l'entrepreneuriat, c'est riche, c'est tellement riche, et justement, il faut s'entourer des bonnes personnes pour recevoir les bonnes informations. En tout cas, merci pour votre présence. Merci à toi. Merci pour le partage de vos connaissances. Merci à toi. Et j'espère avoir l'occasion de vous faire revenir sur le plateau. Avec parce grand qu'il y a- plaisir. Il y a plein de sujets, là, Il y a la plein de sujets crypto, La l'IMO, crypto, Crypto-monnaie, l'immobilier. l'immobilier. chaque chose viendra à son Avec temps. grand plaisir. Hein. Là, Jean vous envoie un premier jet pour la suite. Restez connectés et ça viendra. En tout cas, Merci Yanis, beaucoup. merci beaucoup. Merci à toi, Christopher. Michael, merci beaucoup. C'est juste incroyable. Merci Christo pour l'invitation. L'équipe, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis rendez-vous pour la prochaine édition. Ciao!